Bonjour à tous. Enchantée d'être là pour vous parler de maturité numérique. Je suis Nathalie Julien, je suis professeure des universités en électronique, donc pour expliquer un peu ma formation de base. Je suis enseignante et chercheuse à l'Université de Bretagne Sud, donc moi je suis basée à Lorient. Enseignante à l'école d'ingénieurs NCBS, à Lorient aussi, dans la filière génie industriel 4.0. Correspond à la thématique affichée. Et je fais ma recherche au laboratoire LabSTIC, que vous connaissez peut-être, c'est un gros laboratoire électronique informatique qui est sur Brest, Quimper, Lorient et Vannes. Et je m'intéresse plus particulièrement donc, à l'industrie du futur et aux aspects de jumeaux numériques. J'anime une équipe autour de cette thématique-là où on se préoccupe de méthodologie, de conception et de déploiement de jumeaux numériques. Alors au départ, on a commencé dans l'industrie, puis finalement, on est allé explorer aussi dans d'autres domaines. On m'a sollicité pour intervenir sur le côté maturité numérique. J'en avais parlé un peu dans une introduction autour du jumeau numérique dans d'autres circonstances. Je tiens à dire, je ne suis pas une spécialiste quand même de la maturité numérique. Je m'y suis intéressée il y a quelques années. À l'époque, c'était dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle L'usine du futur, qui est sorti en 2018, que certains connaissent. Du coup, effectivement, on s'est posé la question à ce moment-là, 2018, maintenant, avant Covid, le contexte était différent. On se posait la question de qu'est-ce qu'était l'usine du futur, comment on pouvait la définir, et du coup, la question de la maturité numérique est arrivée aussi. Et quand on avait regardé, en fait, sur ce sujet-là, le livre est sorti en 2018, donc c'était 2016-2017, on regardait ça, il y avait assez peu d'études, finalement, sur la maturité numérique. Depuis, ça fleurit un petit peu plus, il y a plus de rapports, il y a plus de chiffres, c'est pas pour autant que c'est plus clair, d'ailleurs, mais bon, on en reparlera. Pas mal de choses dont je vais vous parler peuvent se retrouver dans l'ouvrage. Et notamment, effectivement, cette réflexion autour de usine du futur, industrie du futur, toutes les terminologies possibles, je pense que vous les connaissez. Et puis, ces notions des différentes révolutions industrielles. De la première mécanique, la deuxième électrique, pour schématiser, la troisième automatique, la quatrième, qui est apparu sous le terme d'industrie 4.0 en Allemagne, à partir de 2014-2015, qui s'est un petit peu plus installée depuis 2020. Et puis effectivement, il y a eu un effet Covid quand même, comme je disais, crise du Covid a fait prendre conscience, au moins à certaines entreprises, de ces aspects-là. Et puis, alors une chose aussi, puisque vous entendez sûrement parler aussi d'industrie 5.0. Alors moi, je ne vous parlerai pas d'industrie 5.0, je ne vous parlerai pas d'industrie 4.0, je peux éventuellement en parler. Pourquoi? Je vais quand même expliquer. C'est pour ça que je parle plutôt industrie du futur, au moins c'est un peu plus vague. Et puis, parce que normalement, alors même si c'est contestable cette classification-là, l'idée c'était justement de rattacher ça à des révolutions industrielles, mais les révolutions industrielles, elles impliquent aussi des révolutions sociétales. Et on voit bien quand même que ça se resserre aussi avec le temps, mais voilà, c'est pas non plus à la même fréquence et à la même vitesse que le dernier téléphone portable, ou les derniers réseaux qui sortent. Donc vouloir mettre 5.0, à mon sens, après, c'est bien que ça émerge de 5.0, mais tout ce qu'on dit maintenant du 5.0, qui est en fait du 4.0 en pensant à l'humain, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque, en 2018, en parlant d'usine du futur, où déjà dans la notion d'usine du futur, il y avait cette notion d'humain au centre. Donc humain à la fois en tant que client, mais en tant qu'opérateur, en tant que salarié. Et ce que je trouve regrettable finalement dans cette notion de 5.0, c'est que c'est plutôt un constat d'échec, en disant les gens sont partis dans le 4.0 sous l'angle uniquement technologique, et ils se sont plantés.
ils sont plantés quand même, parce qu'effectivement, quand vous faites un projet uniquement technocentré et que vous dites à votre équipe, ben voilà, il y a un super outil qui vient d'arriver, conçu par des technologues, débrouillez-vous avec ça, ben, ça ne marche pas, c'est sûr. Donc, comme les gens ont investi beaucoup, ils se sont plantés, ils se sont dit, il y a peut-être un truc qui ne va pas, puis ils se sont dit, ah mince, on a oublié l'humain. Et du coup, on va mettre du 5.0, ça veut dire que c'est du 4.0 avec de l'humain, mais pour moi, ce n'est pas une révolution industrielle que de se dire, on a oublié de penser à l'humain. Donc, bon, 5.0, je sais que c'est à la mode, mais c'est pas trop mon... Donc tout ce que je vais vous dire, vous pouvez le mettre avec la couleur 5.0 si vous voulez, parce que ça passe mieux. Donc pour ça, je dirais industrie du futur, de manière générale, comme ça fâche moins. Et puis... Donc il y a cette représentation-là, il y en a une autre par le cycle de Koren, en fait, qui est peut-être un petit peu plus pertinente que enfin, l'autre, elle a l'avantage d'être simple et donc plus facilement explicable peut-être, où là on voit qu'en fait on a évolué finalement vers des productions de masse, mais moins de variété dans les produits, pour que ce soit rentable. Et donc, on a culminé un petit peu donc, dans les années 50 avec la production de masse, et que depuis, on revient avec des volumes qui décroît, mais un petit peu plus donc, de personnalisation. Et puis, même en allant vers justement les aspects même régionalisation. Et donc, avec une évolution du consommateur, parfois on entend appeler consommateur. Donc effectivement, il veut un produit qui n'est pas cher, mais il veut aussi de la qualité, il veut aussi que ce soit personnalisé. Il y a de plus en plus le service qui est lié au produit lui-même. Les jeunes générations se préoccupent de l'impact environnemental, ça c'est aussi un argument, et aussi des aspects innovation. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça devient compliqué. En plus, dans un univers, on l'a vu justement, alors tout ce que je vous dis là, effectivement, on en parlait avant le Covid, mais on a vu que les tendances se sont marquées encore plus avec le Covid, où effectivement, il peut se passer différentes crises. On n'est pas à l'abri des crises climatiques, politiques, sanitaires. Donc là, à ce moment-là, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et comme tout se connecte, parce que le 4.0, c'est ça, par rapport à l'automatisation, c'est qu'effectivement, tout communique. Et là, c'est là où, effectivement, c'est bien une révolution dans le sens où cette connexion, cette interconnexion des gens entre eux qu'on peut retrouver dans la société, on la retrouve aussi au sein de l'usine. Donc, effectivement, si tout le monde est connecté, ça veut dire que... comment dire, les conséquences peuvent se propager. Donc si j'ai juste un îlot de production, même s'il est automatisé, mais en 3.0, quand il se passe quelque chose sur cet îlot, ça reste à l'échelle de l'îlot. Si effectivement tous mes îlots sont interconnectés, quand il se passe quelque chose sur un îlot, ça peut avoir des répercussions qu'on ne mesure pas forcément. Et donc ça complexifie un petit peu les choses. On a du mal à voir tout ce qui se passe, puis plus la multiplicité d'acteurs, etc. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on navigue. Et donc on s'est posé la question du concept de l'usine du futur, qu'est-ce qu'il y avait dedans à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de... Je remets dans le contexte de 2007-2017, il y avait beaucoup de déclarations stratégiques, politiques, mais nous, on était en contact avec des gens de terrain qui nous disaient nous, on me dit de faire l'industrie du futur, mais je ne sais pas comment faire, quoi. Par où je commence, qu'est-ce que je dois faire? Donc il y avait trois notions majeures. Donc effectivement, il y a donc ce que je viens de vous dire. L'usine du futur, c'est globalement un système avec des objets interconnectés. Alors objet, dans le sens, ça peut être un objet technique, ça peut être un agent humain. On peut parler de système multi-agent aussi. Et donc du coup, ça rend les choses normalement plus flexibles. Et donc dans ces trois notions, on trouve la notion donc de Digital Factory, où là c'est ce que je viens de dire, tout peut communiquer, y compris les produits eux-mêmes. Voilà, on peut arriver effectivement à avoir des choses normalement plus intelligentes qui va justement aller vers cette personnalisation des produits. La deuxième notion, c'est le digital manufacturing. Donc là, on est un peu plus sur les technologies qui vont favoriser finalement tout ce qu'on peut mettre en place. Donc le premier étage, enfin on va dire, c'est plutôt la connexion. Le deuxième étage, c'est l'innovation dans les technologies, donc comme l'impression 3D, comme l'intelligence artificielle, on est en plein dedans.
Et puis, il y a la troisième notion qui est arrivée à cette époque-là, qui était les systèmes cyberphysiques. Alors, pour rappel, même encore en 2016-2017, on pouvait dire le mot cyber sans que ça veuille dire cybersécurité. Donc, cyber, c'était vraiment au sens digital. Maintenant, quand on dit cyber, paf, on pense tous à cyberattaque, etc. Donc là, dans ce cas-là, les systèmes cyberphysiques, ça voulait juste dire que j'ai un équipement matériel, je le connecte et j'ai un certain nombre de données, de numérique, et j'intègre tout ça, et tout ça, ça communique, et ça me fait un nouvel objet, finalement, avec d'autres propriétés que les propriétés initiales. Donc ça, c'était les axes de l'époque, mais c'est intéressant de revenir sur ce qu'on a écrit à l'époque, parce que je me dis, bon, je peux continuer à le dire, donc c'est ça l'intérêt, vous voyez, donc je peux réutiliser les planches, ça c'est bien. Et donc à l'époque, on écrivait, il faut revoir les modes de production, les organisations, les relations avec le consommateur en utilisant les technologies numériques. Et donc là, c'est en utilisant les technologies numériques. Mais faire de la techno pour de la techno parce qu'on veut faire du 4.0, ça n'avait pas de sens déjà à l'époque et ça n'en a toujours pas plus. Et pourtant, c'est quand même souvent bien ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on voit très souvent des entreprises qui se disent « il faut quand même que je fasse un petit peu d'innovation ». Donc j'avais acheté un super robot, puis le robot, on le voit, il est dans un coin là-bas, c'est bien. Ils ont leur alibi, et puis tout continue comme avant, hein. Mais bon, ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir innové. Donc effectivement, il y a des technologies innovantes, ça, je ne suis pas contre la technologie, dès l'instant où elle est utilisée à bon escient, avec des technologies dites de rupture comme l'impression 3D, et tout ce qui est robotique, qui évidemment transforme aussi les pratiques. Tout ce qui est mobilité, interconnexion, là ça fait partie intrinsèquement de l'usine du futur, donc tout ce qui est Internet des objets, les produits intelligents. Jumeau numérique, je l'ai mis en gras parce que c'est ma préoccupation, mais bon. Et tous les aspects réalité virtuelle, réalité augmentée. Et puis bien évidemment, pour sous-tendre tout ça, il y a tous les aspects autour des données, on en reparlera. Et bon, évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Et puis aussi, évidemment, de cybersécurité. Donc ça, c'est bien, il y a des technologies. Mais dans tout ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Tout ça, ça existe depuis quand même pas mal de temps. L'intelligence artificielle, on en parle maintenant, on s'énerve dessus, mais en fait, ça date d'un peu. La robotique aussi, c'est pas tout neuf, hein, ça date du 3.0. Fabrication additive, bon, ça se développe, mais c'est pas le dernier truc, hein. Donc, en fait, on voit bien que ce qui transforme les choses, on a des briques, c'est comment on va les organiser, et c'est qu'est-ce qu'on va en faire et pour quel objectif. Et si on n'a pas d'objectif, vous avez beau avoir des briques très avancées, ça va vous servir à rien. Donc, vraiment, il faut toujours voir les aspects technologiques comme le moyen d'eux, et puis aussi se dire, on peut dimensionner les choses, on n'est pas obligé de prendre le dernier truc à la mode. Ce n'est pas forcément utile et c'est même souvent contre-productif. Alors du coup, l'humain dans tout ça, puisque, bon, quand même assez insisté, et donc j'avais repris cette figure, j'aime bien, vous voyez, elle date de 2016 quand même déjà, mais il y a déjà des gens qui avaient un certain nombre de préoccupations autour de l'opérateur. Parce que l'opérateur, on peut lui mettre un exosquelette, on peut lui mettre un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. On peut lui mettre plein de capteurs pour savoir s'il va bien, s'il n'y a pas de charge mentale, on peut lui donner des tablettes, des téléphones portables, évidemment. On peut le faire collaborer avec des robots. On peut le mettre dans des réseaux divers et variés. Puis on peut maintenant le connecter à des intelligences artificielles. Donc, le pauvre opérateur, s'il arrive à faire tout ça dans sa journée, vous avez de la chance. Il faut le garder, celui-là, hein, parce qu'il est précieux, hein. D'accord ? Donc, effectivement, si vous n'avez qu'un angle technologique, et puis c'est effectivement aussi une difficulté à l'heure actuelle, c'est d'arriver à recruter des gens. Et donc, à la fois, effectivement, il y a besoin de mettre de la technologie, mais il faut le mettre, on va dire, à bon escient. Donc la donnée, on en parle aussi beaucoup. Donc oui, on met des capteurs partout, on se connecte, donc il y a plein de données, c'est super. Donc parfois, il y en a trop. Ça nous est arrivé effectivement de travailler avec une entreprise qui avait un équipement connecté avec plein de capteurs, mais rien n'était organisé. Donc, le doctorant, il a mis au moins 1 an à trier les données, quoi. Ce n'est pas tellement enrichissant quand même comme travail pour un doctorant. Donc,
Voilà, donc c'est bien, il était content, il y avait de la donnée, effectivement, mais pour arriver à l'exploiter, c'était compliqué. Alors parfois on a de la donnée, mais on n'en a pas assez, donc là effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire des choses, ou on n'a pas la bonne. Parce que c'est vrai aussi, ça arrive qu'on voit des entreprises, ne vous inquiétez pas, on a plein de données, puis on commence à creuser, puis par exemple les données, elles ne sont pas synchronisées. Il n'y a pas d'échelle temporelle. Qu'est-ce que vous voulez faire d'une donnée dans l'industrie si quand vous recueillez quelque chose, vous ne savez pas à quel moment vous l'avez fait? Forcément, ça ne va vous donner aucune information. Mais on a l'illusion que si, finalement, on a plein de données, donc c'est bien, on fait les choses bien. Donc là, j'ai repris une expression de Safran qui parle de data 4.0, je trouvais ça rigolo. Parce qu'on peut décliner, vous avez compris, le 4.0, on peut le mettre avec tous les mots. Hein, et puis 5.0 après, enfin... Et donc nos données, elles sont sous des formes très hétérogènes, puisqu'on a affaire à des technologies variées, avec des degrés de maturité variables aussi. On a des équipements qui cohabitent, des équipements très vieux qui peuvent cohabiter avec des équipements très récents. Donc l'âge moyen de l'équipement industriel en France, il est de 17 ans. Donc c'est un âge moyen. Et il était, en 2017, il était de 20 ans, 19-20 ans. Et puis là, il y a eu quand même des plans de financement de l'État. Donc ça s'est un peu renouvelé, mais ça va mettre du temps. Et puis il y a certaines machines, j'ai discuté avec des industriels qui ont des machines qui ont 30 ans, qui en sont très contents. Ils n'ont pas du tout envie de les remplacer, parce que ça fonctionne, c'était assez robuste à l'époque. Voilà, ça a des propriétés qui sont intéressantes. Donc équiper de capteurs ce genre d'équipement, ça peut être compliqué. Et donc tout le monde n'est pas... tous ces équipements-là ne vont pas naturellement communiquer entre eux, donc ça demande effectivement un effort. On a aussi des niveaux d'information qui sont très différents, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'avoir vos informations au niveau du composant, au niveau de l'équipement, au niveau de la ligne, au niveau de l'usine. Et là, donc, à chaque fois, ce n'est pas la même donnée, ce n'est pas le même usager non plus. Évidemment, tout le monde ne va pas avoir accès à toutes les données, ou on n'en a pas besoin en tout cas. Donc, il va falloir arriver à fournir la bonne donnée au bon moment à la bonne personne. C'est un peu compliqué aussi, parfois. Et donc, la multiplicité d'acteurs, puisque tout le monde est connecté, ça vient compliquer les choses. Et puis, ces gens-là, ils ont des compétences très différentes. Et donc, c'est là où on commence à attaquer sur la maturité numérique, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'outil numérique. Alors, juste pour rappel, quand même, en France, il y a 15% de personnes qui sont dans l'électronisme, c'est-à-dire qui n'ont pas de capacité à utiliser l'outil numérique. Donc 15% dans la société, ça veut dire qu'il y en a forcément un certain nombre dans l'entreprise aussi. On peut l'imaginer. Donc il faut aussi en tenir compte. Et on ne peut pas imaginer que tout le monde va basculer au numérique. Que c'est dans l'ordre des choses, voilà. Donc, et là par contre je suis un petit peu militante aussi, puisque pour un événement une fois, effectivement, on demandait de voter sur WhatsApp, par téléphone, et il y avait dans la salle, il y avait des personnes âgées, des retraités, plus âgés que moi, on va dire. Et donc, en fait, je trouvais ça anormal, moi j'ai refusé de prendre mon téléphone, je trouve anormal que sous prétexte que soi-disant tout le monde a un téléphone, on n'ait que ce moyen-là de voter. Enfin, moi, ça m'interroge vis-à-vis du numérique, parce qu'effectivement, ça doit être facilitant le numérique, mais ça ne doit pas isoler des gens qui peuvent ne pas avoir les moyens d'avoir un téléphone, peuvent ne pas avoir les compétences pour le faire, et qui ne vont pas forcément le dire dans ce genre d'événement. Donc ils vont se sentir exclus. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion collective à faire sur le fait que non, c'est pas forcément... Il n'y a qu'à voir les services de préfecture, par exemple, quand vous essayez de voir quelqu'un en physique. Et ben voilà, je pense qu'il y en a qui ont vécu ce genre de choses. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc effectivement, ce sont les personnes qui ont le moins de ressources qui sont... Enfin voilà. Donc il y a des facteurs d'exclusion aussi. Donc le tout numérique n'est pas forcément la bonne solution non plus. Vos données, elles ont des formats différents forcément. C'est ce que je disais, il y a un gros souci qui va être effectivement la synchronisation de vos données, l'alignement, être sûr qu'effectivement on a bien les mêmes repères pour toutes. Et donc, une des grandes questions va être comment garantir la cohérence, l'intégrité et l'interopérabilité de tout ça. Alors je viens avec des questions, pas avec des solutions, hein, vous avez compris. Et donc on était arrivé sur une définition de l'usine du futur selon 3 axes
qui était la performance, parce que ça, on ne peut pas y couper, c'est-à-dire qu'il faut quand même que votre entreprise soit rentable. Donc, effectivement, performante, mais avec des axes de performance qui sont effectivement à être tournés vers le client, parce que on voit qu'effectivement, c'est dans ce domaine-là qu'on peut aller chercher des nouveaux marchés et innovantes, du coup. Le côté agile, alors performante, bon, ça paraît logique. Jusque-là, on n'avait rien révolutionné en 2018. Agile, déjà, c'était un petit peu plus compliqué pour la plupart des gens. Donc, à la fois être flexible, c'est-à-dire être capable de faire évoluer la production, on va dire, en fonction des besoins clients, pourquoi pas. Mais aussi en fonction des crises, hein, comme on a pu le vivre. Là, c'était plus compliqué. Et on a bien vu au moment du Covid que c'était les entreprises qui avaient le plus de maturité numérique qui s'en sont le mieux sorties, qui ont rebondi le plus vite. Hein. Ça, il y a vraiment toutes les études l'ont montré. Donc l'agilité, c'était pas flagrant avant le Covid. Bon, là maintenant, les gens ont eu un exemple que, effectivement, là, et ça a eu cette vertu finalement de faire plonger dans le grand bain certaines entreprises qui étaient frileuses en se disant ben là, il n'y a plus le choix. Alors, je discutais tout à l'heure en reprenant l'exemple du télétravail. Moi, je me rappelle très bien qu'avant le Covid, quand on parlait de télétravail, les entreprises disaient c'est pas possible. Puis du jour au lendemain, 80% de la population s'est retrouvée en télétravail et là, ça devenait possible. Puis évidemment, les outils ont fait des progrès. On l'a vu, on l'a tous vécu. Et là maintenant, le télétravail, c'est quelque chose qui est devenu naturel en très peu de temps. Donc, et donc cette agilité, maintenant quand même, les gens ont compris que ça pouvait être utile. Et le dernier point, c'est le côté responsable. Donc là aussi qu'on annonçait du coup à l'époque 2018. Je me rappelle qu'à l'époque, je cherchais des entreprises pour faire du jumeau numérique pour minimiser la consommation énergétique. Et on me répondait, on s'en fout, nous on veut être performants. C'est dommage, on aurait travaillé dessus à l'époque, on aurait un super truc maintenant. Bon, c'est un peu rageant quelquefois, mais donc le côté responsable, effectivement, à cette époque-là, on s'en moquait un peu. Et puis là, maintenant, évidemment, avec la crise énergétique, on se rend compte que c'est important. Et puis avec les nouvelles générations, enfin, j'ai des étudiants qui vont ensuite aller dans vos entreprises. On voit bien que la nouvelle génération, le côté responsabilité, on peut pas y couper. Et puis tant mieux. Hein. Ça, là, par contre, je suis pas forcément critique sur ces aspects-là, mais effectivement, avec les difficultés de recrutement qu'il y a, on voit bien qu'ils choisissent. Moi, mes élèves ingénieurs, ils choisissent très clairement. Ils ont le choix, ils ont largement le choix. Et donc, effectivement, un des critères de choix, ça va être le côté RSE des entreprises. Ça joue. Ils ne sont pas motivés uniquement par le salaire. Alors je fais des généralités, évidemment, il y a des individus dans tout ça, mais c'est très marqué par rapport à d'autres générations d'étudiants qu'on a pu voir. Donc là encore, la question c'est par où on commence si on veut faire de l'industrie du futur. Et il y a un document très intéressant que je vous conseille, donc de l'Institut américain, donc des standards et la technologie, qui est sorti déjà il y a un bon moment et qui parlait donc du Smart Manufacturing System et qui a défini un certain nombre de paradigmes. Je ne suis même pas sûre qu'ils y soient tous, là je ne les ai peut-être pas tous mis, mais pour justement essayer de montrer quels étaient les axes sur lesquels on pouvait travailler pour l'industrie du futur, avec dans l'idée effectivement que l'entreprise choisissait ses axes. Il n'est pas question de tout dérouler, ça n'a pas forcément de sens. Mais qu'effectivement, la fabrication au plus juste, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau là non plus. Hein. Faire du lean manufacturing, ça se fait depuis un moment. Maintenant, pour certaines entreprises, c'est nécessaire et c'est leur réalité. On parle de maturité, effectivement, tout le monde n'est pas forcément capable d'être tout de suite dans la fabrication holonique. S'il y a un certain nombre de bases qui ne sont pas acquises, ce n'est pas la peine de vouloir mettre en place des choses complexes. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui reprennent les items dont on a parlé, la flexibilité, la durabilité, le côté numérique, le cloud, l'intelligence, etc. Vous aurez les planches, donc je passerai rapidement sur certaines, et puis si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez éplucher. Parce que j'ai tendance à être bavarde, donc... et donc, pour passer, du coup, à la maturité numérique, parce que normalement, vous êtes là pour ça, donc... même si j'ai commencé à en parler un petit peu.
Donc une définition, c'est la capacité à intégrer pleinement les technologies numériques dans l'ensemble de l'organisation et des activités. Bon, voilà la définition que je trouve la plus satisfaisante. Donc là, j'ai un certain nombre de chiffres qui datent de 2020, parce que justement, c'était plutôt pour voir un peu l'effet Covid dont je vous parlais. Donc avec justement effectivement cette accélération avec la crise du Covid sur les aspects maturité numérique. Là, on n'avait pas le choix, fallait monter en compétences, donc on l'a fait. On ne s'est pas posé la question. Donc dans cette maturité numérique, il y a l'utilisation des outils et la culture des gens aussi. Hein. Donc il n'y a pas que, enfin, on verra qu'il y a plusieurs dimensions dans cette maturité numérique. Un chiffre aussi qui est également de McKinsey de 2020 qui disait que 84% des entreprises qui entament une transformation numérique échouent à cause d'une mauvaise planification. Je trouvais ça rigolo comme d'accord. Le problème, ce n'est pas la technologie, hein, donc ça va être mon leitmotiv, mais bon. Voilà, et donc ce que je vous disais aussi qu'il y avait des chiffres sur l'intérêt de monter en maturité numérique. Donc ça peut être aussi un levier pour convaincre les gens d'aller chercher ce genre de ressources, que les sociétés avec le plus haut niveau de maturité numérique sont 26% plus performantes que la moyenne des entreprises dans leur secteur d'activité, évidemment, pas de manière générale. Et puis un chiffre que je trouve intéressant, qu'en 2018, seulement 11% des PME françaises utilisaient des outils numériques au quotidien. Et j'avais trouvé ça quand même incroyablement faible. Je n'ai pas l'équivalent actuellement, et donc je serais curieuse. Mais... Alors, il y a pas mal de chiffres qui sortent. C'est difficile d'avoir des chiffres sur la durée, en fait, de voir un petit peu l'évolution. Je vais essayer de vous mettre des chiffres que j'ai pu trouver. Donc la maturité numérique, la première question, c'est donc, bon, que j'ai mis une définition, mais pour l'instant, c'est assez flou. Quelles sont les composantes? Alors, effectivement, on peut se dire quand même qu'avant d'aborder un projet de numérique, ce serait bien de s'auto-évaluer et donc d'avoir des outils pour évaluer sa propre maturité numérique. Donc il existe un certain nombre d'outils. Comme je disais hein, au début, quand on s'y intéressait, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait juste à l'époque, il y avait alors le questionnaire du MEDEF, mais il était hyper succinct, ils l'ont un petit peu étoffé depuis. Et puis il y avait un questionnaire que j'ai repris dans mon ouvrage, où j'ai repris essentiellement, j'ai retravaillé un peu, mais les questions, je les ai remises dans l'ouvrage Usine du futur, si ça vous intéresse, qui venait du ministère de l'économie du Québec, et qui était vraiment très très bien fait, parce qu'il y a des chercheurs là-bas, en fait, à Trois-Rivières, j'ai rencontré, qui étaient vraiment focalisés sur cette dimension maturité numérique déjà à l'époque. Et donc, ils ont beaucoup axé les actions d'aide aux entreprises autour de ces aspects-là. Donc, il y avait une culture au Québec sur cette dimension-là. Donc, mais il n'est plus accessible librement maintenant. Donc maintenant, depuis, il y a eu pas mal d'outils qui sont arrivés. Donc, évidemment, derrière, il y a aussi des aspects accompagnement et conseil hein, qui peuvent venir. Donc, je sais qu'il y a un outil. Il y a un flyer, vous pourrez voir. Moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous en parler, mais je sais qu'il y a quelque chose. Ils ont quand même en commun, ces outils en général, de prendre 3 dimensions de la maturité numérique. Donc le côté technologique, bon ça on est quand même obligé, même si j'ai dit ça ne fait pas tout, on est obligé de le prendre en compte, effectivement, quels sont les outils qui sont mis en place donc, pour améliorer les processus et quelles sont les technologies qui sous-tendent tout ça. L'autre dimension, c'est la maturité digitale du côté d'utilisateur, puisque je n'arrête pas de vous dire que l'humain, c'est important, et donc le client, etc. Donc, du point de vue du client, ça va être sans les services numériques, est-ce que je peux faire un achat en ligne, etc. Voilà. Donc ça rentre aussi dans la maturité numérique. Et puis, une chose dont on va plus parler, qui est la maturité numérique organisationnelle, parce que c'est là que le bât blesse le plus souvent. C'est-à-dire, vous avez beau avoir un super site web, si ce dernier point il n'est pas correctement traité, on est à peu près certain que ça va pas bien marcher. Donc effectivement, ça va être la culture de l'entreprise et comment je pilote ces différents projets. Donc on voit un peu ce que ça peut être la maturité numérique. Alors comment la mesurer, comment avoir quelques chiffres, là c'est pareil, c'est pas simple, hein. Franchement c'est pas un sujet facile.
Donc il y a une grande disparité selon les secteurs d'activité, ça on s'en doute un peu quand même. Et donc ça c'est les chiffres de 2020 également, j'ai pas mis l'année, c'est pas bien. C'était les chiffres de 2020, donc le MIT Center for Digital Business qui avait fait une étude assez complète où ils classaient, c'était une étude mondiale. Et donc, ils classaient les entreprises selon 4 profils, initiés, opportunistes, conservateurs et éduqués, donc avec de plus en plus de compétences. Donc, c'est des, on va dire, on est dans le business, on a des intitulés qui enrobent les choses, hein, on ne va pas dire aux gens vous n'êtes pas bon. Et donc là, vous avez la répartition, hein, c'est pareil, je ne suis pas sûre que vous voyez bien les chiffres, mais vous voyez un peu les répartitions, puis comme vous aurez les planches, vous regarderez. Et donc, pour voir effectivement la répartition selon le secteur d'activité, et donc ceux qui ont le plus de maturité, de gens à maturité élevée, évidemment, c'est tout ce qui est technologie avancée. Bon, ça, on aurait pu s'en douter un petit peu, ça paraissait plutôt logique. Mais juste derrière, c'est la banque. Moi, j'avoue que j'étais un peu surprise, mais bon, c'était... Ben, enfin, voilà. Et après, les assurances. Et voilà. Et après, tout ce qui est tourisme, le télécom arrive là. Et puis, manufacturing, paf, ici. Donc, tout de suite, on commence à percevoir un petit problème. Et pharmaceutique, c'est pareil, j'aurais pensé que pharmaceutique, c'était un peu plus élevé. Mais voilà. Voilà. Donc, alors, ça c'était 2020. Je suis sûre qu'en 4 ans plus tard, le paysage a dû changer. Voilà. Je n'ai pas la même étude maintenant, donc si vous avez des chiffres, ça m'intéresse aussi. Une autre mesure que je trouve intéressante, c'était le DigiScore en Belgique. Donc, je n'ai pas mis le site non plus, mais bon, vous devez le trouver assez facilement. Et donc, c'est pour la Wallonie aussi, c'est très, très régional. Hein. Et c'était pour justement arriver à qualifier la maturité numérique donc, des entreprises wallonnes. Et donc, ils ont 4 axes, eux. Donc, infrastructure technologique, gestion des ressources humaines, digitalisation des processus métiers, digitalisation de la stratégie commerciale. Et donc, ils en font un score global, qui est leur DigiScore. Voilà, une des représentations possibles. Il y a donc le questionnaire du MEDEF, dont je vous ai parlé aussi. Donc là, c'est resté à peu près dans l'état. C'est le même type de fenêtre. J'avais fait une capture il y a 2 ans et je suis allée voir avant-hier. Ils étaient à peu près toujours dans le même état. Je n'ai pas eu l'impression qu'il ait fait beaucoup évoluer. Donc il y a un diagramme radar avec un certain nombre donc là, vous avez 5 axes. Avec organisation interne, vente, relations clients, évolution stratégique, formation et compétences, offres et partenaires. Donc, il vous pose un certain nombre de questions. Elles sont assez succinctes, hein. Enfin, c'est assez vite fait. Et après, ça vous donne une note avec un peu un profil. Alors là, c'est du coup la moyenne des entreprises françaises et puis leur répartition en termes de profil. Donc, eux, en profil, ils ont précurseur, expérimentateur, suiveur, observateur, retardataire. Retardataire quand même. Donc, et donc l'intérêt que je vois, ça vaut le coup d'aller voir quand même parce que j'ai pas fait la capture d'écran, mais ils vous mettent aussi par région où vous en êtes, la maturité, le score, on va dire, par région. Je crois qu'on peut par secteur d'activité aussi. Donc ça permet un peu de se situer aussi quoi, par rapport à son environnement. Parce que bon, national, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir, c'est intéressant. Et le questionnaire se fait relativement rapidement. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis si vous allez voir sur le net, bon, évidemment, il y a plein de gens qui veulent vous vendre des conseils et qui vont vous vendre aussi... Enfin, vous accrochez par un outil pour derrière vous vendre quelque chose. Donc, quelquefois, ça oriente un peu le questionnaire. Mais bon, allez voir, vous ferez vos opinions. Et puis, comme en plus, il y en a un qui est sûrement très bien, bon, voilà. Mais ça a fleuri. En tout cas, il y en a beaucoup. Alors, une autre façon de mesurer, puisqu'il y a quand même les aspects technologie, c'était, donc j'ai pris les rapports de l'INSEE, donc là c'était 2021, là encore, je n'ai pas de chiffres plus récents, mais en fonction des différentes technologies dont on a parlé, qui sous-tendent quand même l'industrie du futur. Donc l'idée c'est effectivement, s'il n'y a pas du tout de technologie, ça va être quand même compliqué. Si on ne connecte rien, ça va être un peu compliqué quand même de faire monter la maturité numérique.
Et là encore, donc, il y a un rapport vraiment intéressant de l'INSEE qui était sorti donc, en 2021, qui classait par techno et puis par secteur, vous voyez, donc construction, donc, sur l'IoT. On est là, et puis ça monte, les TIC sont ici, et puis le plus élevé, c'est les transports. Bon, c'est pas aberrant, hein. Donc là, jusque-là, on pouvait se dire... Mais bon, voilà, ça donne une idée. Et puis 2020, 10% des sociétés de 10 personnes ou plus utilisent Internet des objets. C'était un premier chiffre. Là, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus, quand même, j'espère. Parce qu'on a bien dit quand même qu'il y avait un boom. Enfin voilà, ça permet de se fixer des idées et de savoir un petit peu quel est le paysage. Donc ça, c'est national, hein, bien sûr. L'impression 3D, là c'est pareil. Donc ils avaient sorti des études d'impression sur l'usage de l'impression 3D en fonction de la taille de l'entreprise. Et puis si c'était les impressions de l'entreprise ou je sais pas, dans le cas de Fab Lab par exemple, ou de choses comme ça. Voilà. Donc je vous laisserai voir le détail, hein. Et puis la robotique. Alors, la robotique, il y a un petit peu plus de données en général. On peut recouper des informations. Bon, là, on sait qu'effectivement, c'est en train quand même de se développer très fortement. En plus, il y a des plans de soutien quand même de l'État. Et puis là, il y avait des études sur effectivement la taille des entreprises, les robots. Donc, est-ce que c'est un robot industriel? Est-ce qu'il y a un robot de service? Bon, on sait aussi qu'en ce moment, il y a tout le développement de la cobotique. Et de la robotique mobile, donc ça est en train de s'accélérer. Donc effectivement, ça aussi, ça peut être des indicateurs de maturité numérique. Mais à mon sens, c'est insuffisant, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un beau robot quelque part que vous avez une bonne maturité numérique. Mais il peut y avoir une corrélation quand même. Un autre élément de mesure de la maturité numérique, pour moi, en tant que chercheuse, ça me paraît normal, c'est l'innovation et puis les brevets. Donc, j'avais trouvé ça de l'INPI, bon, pareil 2020, je n'ai pas trouvé d'études plus récentes, mais ça donne aussi quand même des idées, effectivement, sur l'augmentation des brevets autour de cette 4e révolution industrielle. Donc, il y a vraiment quand même de l'innovation, on peut imaginer, hein, quand même, s'il y a des brevets. Le fait que c'est les États-Unis, du coup, qui en ont un tiers. Et... bon, que les secteurs les plus dynamiques, ce soit la connectivité, la gestion des données et les biens de consommation intelligents, ça recoupe ce qu'on a dit, hein, c'est raccord avec ça. Et puis la position de la France par rapport à l'Allemagne, c'est un peu logique aussi, puisqu'une fois encore, le mouvement Industrie 4.0, il est venu de l'Allemagne et ils se sont vraiment fédérés autour de ces thématiques-là. Donc il y a une dynamique qu'effectivement on peine à avoir en France, on va dire. Et puis donc, il y a quand même un rapport qui est sorti récemment, parce que j'ai quand même regardé ce qui se passait récemment. Donc ça date de octobre ou novembre là, 2024. Donc c'est le baromètre de l'industrie 4.0 de Wavestone qui est sorti donc. Et alors ils avaient fait une première version, enfin ils avaient fait des versions précédentes qui étaient beaucoup plus graphiques et là... Comme quoi la communication, ça peut être important quand même. Là, ils ont plutôt sorti des planches comme ça, pas forcément très, très parlantes, mais bon, les messages clés pour eux, sur les aspects maturité globale, données et puis RSE. Donc, globalement, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, on progresse. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on progresse sur la maturité numérique. Bon. Mais, on le verra aussi avec une autre étude, on peine à aller vers des niveaux très élevés. C'est-à-dire que quand on part de bas, c'est plus facile de monter les premiers niveaux, et puis à la fin, il faut mettre un petit peu plus d'efforts. Donc, pour atteindre la maturité plus élevée, c'est plus compliqué, et qu'il y a un gros écart entre les grands groupes et évidemment les PME. Donc ça, c'est assez net, et ce n'est pas les mêmes problématiques, en fait, et ce n'est pas les mêmes freins. Évidemment, la priorité, c'est de déplacer vers la gestion des données, notamment, on verra, pour les grands groupes. Et puis, c'est ce que je vous disais, effectivement, tout ce qui est durabilité, responsabilité sociétale, et puis même bien-être des salariés. Enfin, on voit que ça émerge très, très fortement, quoi. Donc, je vous ai fait un extrait, je vous conseille d'aller voir, il y a plus de pages. J'ai juste extrait, moi, ce qui me servait dans mon discours, mais c'est totalement subjectif, donc vous y trouverez sûrement beaucoup plus d'informations.
Et puis comme j'avais un temps limité, j'ai quand même restreint un peu. Mais donc là, l'idée, c'était voilà, c'était ça, de dire les initiatives d'Industrie 4.0 dans votre organisation, quels sont les enjeux? Alors évidemment, optimiser la performance opérationnelle, ça paraît logique, ça reste, on est d'accord. Mais on voit apparaître améliorer la satisfaction de mes collaborateurs. C'est-à-dire que les générations Z, vous n'allez pas les attirer avec des feuilles de papier quoi, dans vos entreprises. Si vous voulez recruter, bah oui, c'est vrai. Hein. Améliorer la traçabilité, donc, et puis donc renforcer l'innovation produit, accélérer la décarbonation, bon, bah ça, de toute façon, on est obligé, donc on le fait. Renforcer la collaboration qui apparaît aussi. Le côté collaboratif, pareil, avec les jeunes générations, il apparaît. Et puis améliorer la sécurité des personnes. Bon, c'est pas... Donc ça, c'est quand même là. Et donc, ce que je vous disais, c'est la différence entre les grands groupes et ETI, PME, où là, les grands groupes, eux, leur problématique, ça va être justement la gestion des données et faire évoluer le système d'information. Bah oui, ils n'ont pas de mal à récupérer de la donnée, mais ils ne savent pas forcément bien l'organiser. Alors que pour les ETI, PME, c'est plutôt effectivement améliorer la connectivité et la mobilité. Ça paraît logique aussi, mais bon, là, ça apparaît nettement. Et donc, il y avait une question intéressante aussi, votre infrastructure actuelle est-elle capable d'accueillir de nouveaux projets Industrie 4.0 ? Alors, si vous ne voyez pas bien, en vert, là où 21%, c'est l'infrastructure existante est opérationnelle et adaptée. 21% seulement. Donc, 56% en bleu, c'est des mises à jour mineures, non bloquantes ou majeures sont nécessaires. Donc, il y a du boulot. Et puis 23%, l'infrastructure informatique présente des obsolescences technologiques. Là, on est mal. D'accord ? Donc, quand on voit ça, là aussi, je dis, bon, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est bon, hein, vous avez de l'avenir, il n'y a pas de souci, il y a des choses à faire. Et donc, une planche qui est un petit peu plus graphique quand même, donc je vous la mets celle-là, les freins qu'ils ont identifiés. Et donc, le premier frein, donc, manque de culture et de compétences données IA. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Effectivement, comment faire monter en compétence les gens sur ces problématiques-là, c'est un vrai souci. Difficulté d'accès aux données. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans des aspects techno, hein, du tout. Les problématiques ne sont pas techno. Mauvaise qualité de la donnée. Bon, difficulté à démontrer du ROI, on en parlait, c'est pas simple. Et puis après, donc, difficulté à trouver les bons outils et sécurité des données, qui apparaît quand même, donc, là, de manière globale. Un autre rapport, celui-ci qui se focalise sur les TPE-PME, mais je trouve intéressant parce qu'il y a quand même plus de 10 000 entreprises, hein, donc ça veut dire que ça fait un bon panorama. Et donc les dirigeants sont convaincus que le numérique apporte des bénéfices, ça c'est la bonne nouvelle, évidemment, ils sont convaincus. Par contre, la moitié sont très inquiets côté cybersécurité. Ben, ils ont raison, parce que là, je viens de lire un article qui disait quand même qu'un tiers des attaques étaient sur l'industrie, quand même. Donc, c'est bon, voilà. Et puis, quand on se réfère à la planche précédente, où on disait qu'il y avait des infrastructures obsolètes, ça veut dire qu'elles sont plus sensibles aux attaques. Et puis, si on interconnecte tout, bah, forcément, il y a des risques. Donc, oui, c'est normal d'être inquiet. Et l'émergence des nouveaux enjeux environnementaux avec des aspects sobriété numérique. Je suis contente parce que c'est un peu mon dada, ça. Donc, et intelligence artificielle, bah, bien évidemment. Alors, vous voyez bien qu'intelligence artificielle et sobriété numérique, ça ne va pas forcément bien ensemble. Donc, on voit bien qu'il va falloir négocier un petit peu. Et bon, une bonne nouvelle aussi pour VIP, finalement, un accompagnement renforcé des entreprises par les réseaux professionnels. Enfin, ils ont confiance dans ces aspects-là et ils identifient très clairement qu'il y a un rôle à avoir. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. C'est chouette. Et un autre rapport que j'ai trouvé, donc tout ça, c'est des choses récentes, hein, du coup. Accélérer la maturité numérique en 2024, comment les entreprises peuvent résoudre le paradoxe de la productivité, c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Le paradoxe de la productivité, c'est ça, d'après eux, il y a une augmentation des investissements, mais on n'arrive pas à augmenter la maturité numérique quand même. Ça veut dire concrètement, on ne doit pas faire ce qu'il faut, enfin, voilà, on ne s'attaque pas du bon côté du problème. Et donc, principaux freins identifiés, à nouveau, résistance au changement. Ah bah oui,
On est dans l'humain, là, d'accord. Contraintes budgétaires, bon, ça, on peut dire. Et pénurie de compétences technologiques. On revient, IA, cyber, data, etc. Donc, vous voyez, c'est assez récurrent. C'est ce côté formation, montée en compétences, il revient tout le temps, et c'est une grosse difficulté pour lequel il faut qu'on œuvre tous, très clairement. Alors, ce qu'ils préconisent, effectivement, c'est de cibler les recrutements. Certes, alors c'est bien, il y a des très bonnes formations d'ingénieurs, hein, ça j'en suis convaincue, mais ce n'est pas avec le flux d'étudiants qu'on a qu'on va résoudre le problème. Hein. Vu la demande, ça je vous dis tout de suite, il va falloir former en interne. Hein. Donc voilà, formation, alors pas uniquement sur l'intelligence artificielle, hein, je crois que pour beaucoup d'entreprises, on n'en est pas là encore. Voilà, donc très clairement, il y a un gros effort à faire. Et donc ça fait le lien avec, finalement j'ai remis ce que je voyais moi comme défi dans ces problématiques-là, parce que vous avez vu, je n'ai pas forcément je vous l'ai dit, il n'y aura pas de solution, il n'y a pas forcément une vision unique de la maturité numérique, il n'y a pas d'outils qui vous permettent exactement de mesurer où vous en êtes. Par contre, il y a quand même des choses à mettre en œuvre en termes de réflexion. Alors, j'entends souvent des gens dire si j'ai de la donnée, en gros tout ira bien. Quoi. Le slogan c'est la donnée, c'est le nouvel or noir. Vous avez dû voir ça quelque part. Hein. Et donc là c'est bien, ça me permet de faire un parallèle direct. Si vous essayez de mettre du pétrole brut dans votre voiture, ça ne va pas marcher. On est bien d'accord. La donnée c'est pareil, il faut la raffiner. Et la raffiner, ça veut dire la comprendre, ça veut dire l'organiser, on avait dû la rendre fiable, la rendre, etc. Et puis, cette donnée, s'en servir pour alimenter des modèles, parce que c'est pareil, si vous voulez faire de l'IA, il faut des données, mais les gens imaginent qu'on met des capteurs partout, on récupère de la donnée, on plug une IA, puis pouf, plus de problème. Bon, on en reparlera dans quelques années, mais bon, voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, justement, mais bon. Donc ces modèles-là sont eux qui vont nous permettre effectivement d'aller vers plus d'informations, parce que modèle pour du modèle, en général, ça n'a pas tellement de sens. Cette information-là nous permet d'avoir une meilleure connaissance des systèmes, puisque ces systèmes sont de plus en plus complexes. On a besoin de ces connaissances-là, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir que si j'appuie à cet endroit, voilà ce qui se passera de l'autre côté, ou voilà ce qui se passera dans 10 ans. Ça peut être ça aussi. Et j'ai rajouté un dernier étage qui est les compétences, parce que si ces connaissances-là ne nous permettent pas de monter en compétences, de faire monter tout le monde en compétences, à mon avis, ça n'a pas de sens. C'est là où, là je remets un petit coup de truc perso, pour moi le jumeau numérique est un outil qui va permettre effectivement d'améliorer des choses, mais aussi surtout un très bon outil pédagogique qui permet de voir des choses, de comprendre des choses. Et c'est vraiment important de mettre en place des outils comme ça, parce que c'est aussi de voir et de faire qui nous permet d'apprendre et de comprendre, et donc de donner du sens à vos données. Recueillir des données pour les recueillir, ça ne va pas arranger les problèmes. Donc, voilà, tout ça, si on doit faire tout ça, ça veut dire quelle architecture on met en place, et ça, là, il y a des gens dont c'est le métier. L'autre défi, c'est qu'effectivement, on est tous beaucoup à travailler en silo. Hein, et donc là, puisque la donnée doit être partagée, on voit bien que cette donnée, elle va transiter différents acteurs à travers plein d'objets éventuellement. Donc il y a de la complexité, il y a de la dynamicité, il y a des expertises très diverses qui doivent se parler. Et rien que moi, en tant qu'universitaire, on peut se dire, en tant qu'universitaire, il y a des silos aussi, c'est-à-dire essayer de faire parler un mécanicien avec un informaticien et un électronicien. On n'a pas les mêmes modèles, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas la même représentation du monde. Déjà, ça, c'est du boulot. Et c'est pareil dans les entreprises. Hein. Donc, il faut arriver à travailler ensemble. Et on n'est pas forcément bien habitué. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup, mais bon, effectivement, moi j'en ai déjà parlé. Est-ce que vos données sont disponibles? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont exploitables? Est-ce qu'elles sont partageables? Avec tous les problèmes, effectivement, de propriété des données. Les deux écueils aussi, parce que je parle de jumeaux numériques, c'est quand même le domaine que je connais le mieux. Les facteurs d'échec en concernant les mises en place de jumeaux numériques, essentiellement, c'est effectivement partage des données. J'ai de la donnée, mais je ne veux pas forcément le donner potentiellement à un concurrent, ou simplement je suis verrouillée dessus, même si ça ne changerait rien que je la partage. Et acceptabilité, résistance au changement, acceptabilité. Donc ça, vraiment, c'est donc là encore, on n'est pas dans la techno. On n'est vraiment pas dans la techno. La techno, on peut résoudre plein de choses.
Mais avec l'humain, ça se passe autrement. Donc voilà, et ça nécessite d'avoir des approches forcément transverses, pluridisciplinaires, d'être un peu ouvert quand même, de comprendre que si la donnée, vous pouvez la partager, parce que ce qui est important, ce n'est pas la donnée, c'est l'information, c'est tout le raffinement que vous allez faire. Alors que ce raffinement-là, vous ne le partagiez pas, je comprends, la donnée brute, voilà, c'est pas forcément là qu'est la plus-value, quoi. Alors, sauf si évidemment il y a de la réglementation sur les données personnelles, ou d'accord, ça ne se négocie pas, mais bon, ça on sait faire en général. Et donc évidemment de concevoir des systèmes qui sont interopérables. Donc du coup, nécessité d'avoir une approche structurée. Donc là, j'ai repris un schéma où on voit juste autour de la donnée toutes les compétences nécessaires déjà pour recueillir les données en IoT, en IHM, en base de données, en logiciel entreprise. Déjà, tout ça, c'est des métiers différents, c'est des compétences différentes quand vous recrutez des gens. Et puis après, vous allez intégrer. Donc vous allez faire l'ingénierie des modèles, l'ontologie des données, tout ça, pour organiser tout ça. C'est encore d'autres métiers. Puis après, vous allez exploiter donc, des analyses, du data mining, de l'IA, bon voilà, donc là encore, c'est d'autres corps de métier. Puis après, évidemment, tout ce qui est cybersécurité ou fiabilité, choses comme ça. Donc tout ça, c'est vraiment des personnes très différentes, des compétences très différentes. Et donc arriver à progresser ensemble, c'est compliqué, sachant que justement aussi, dans les différents domaines, il n'y a pas le même niveau de maturité numérique aussi, en plus pour les individus. Et donc là, c'est juste une illustration par rapport aux jumeaux numériques, mais ça illustre quand même la démarche. C'est-à-dire, bon, là, on a l'objet, puis on va venir placer progressivement autour des couches et des couches, on va dire, de données, d'informations, d'intelligence, et on va y aller progressivement. On ne commence pas à faire directement une usine à gaz, on fait déjà un petit démonstrateur pour déjà le construire avec les gens, leur faire comprendre ce qu'on peut faire. Et puis en général, il y a un moment où les gens disent « Ah oui, alors on pourrait faire ça ». Là déjà, vous vous dites, si les gens commencent à comprendre ce qu'on peut faire avec, ils vont participer, donc quand il y aura un outil, ils vont un peu plus se l'approprier, et donc l'acceptabilité sera favorisée. Si derrière vous avez des méthodes structurées qui rendent les choses transparentes, ça facilite. Ça n'empêchera pas qu'il y en aurait toujours des indécrottables à un endroit, mais ça va faciliter quand même. Et donc effectivement, l'idée, c'est de faire grossir les choses progressivement et de construire sa roadmap sur 5 ans, sur 10 ans s'il faut, mais avoir quand même cette idée que tout ça, ça va prendre du temps. Voilà. Et de l'écrire et de le décrire et de le faire comprendre. Donc une démarche progressive, hiérarchique dans le sens où comme les choses sont connectées, il faut comprendre comment on va organiser tout ça, parce que si tout le monde communique avec tout le monde, ça va être vite le bazar. Donc il va falloir quand même structurer les choses, centrer sur les usages, qu'est-ce que vous voulez faire, et ça on a tendance à l'oublier quand on est technologue, parce que si on peut faire le dernier joujou à la mode et faire un truc hyper performant, on est content de nous, mais bon derrière si ça ne sert à rien... Voilà. Et puis évolutive, du coup, parce qu'effectivement, les besoins de maintenant ne seront pas forcément les besoins dans 2, 3, 4 ans. Donc, si votre architecture n'est pas évolutive, ça ne fonctionnera pas. Collaboration humain-système, donc il y a quand même beaucoup de fantasmes autour du numérique en général. Et bon, on prend l'IA, mais bon, parce que c'est le mot à la mode, mais bon. Dans quelques temps, ce sera un autre, c'est pas grave. Et donc, entre effectivement ceux qui s'imaginent que ça va résoudre complètement tous les problèmes et que, schématisme, et le jumeau numérique va régler le changement climatique, il n'y a pas de souci, tout ira bien. Et puis que l'IA va tout résoudre aussi. Et puis ceux qui ont plutôt peur du scénario inverse, faut arriver quand même à ajuster le curseur et à tenir compte aussi de ces sensibilités-là. On va dire, sans fantasmer, dans un sens comme dans l'autre, et donc de travailler beaucoup sur les usages, l'acceptation, la co-conception. Donc nous, on a des travaux en ergonomie prospective où on accompagne les gens à faible maturité numérique, parce que quand on travaille avec des gens de l'agroalimentaire, pas le secteur qui est le plus développé en maturité numérique, on les aidait à comprendre déjà et à formaliser leurs besoins actuels et se projeter dans des usages futurs. Et donc, il y a du travail. Et évidemment, beaucoup de formation, donc aussi bien moi que dans les entreprises, on va dire. Et il faut faire beaucoup de pédagogie. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ce temps-là, il est indispensable. Et ce côté pédagogie et temps pour faire comprendre les concepts, il est aussi utile quand vous allez travailler en équipe pluridisciplinaire. Il faut prendre ce temps pour que les gens arrivent à se comprendre, à partager une représentation commune, un vocabulaire commun.
Et donc, ce n'est pas du temps perdu. Il est indispensable ce temps-là. Mais bon, quand on est effectivement pris par des deadlines, parfois on a tendance à le mettre de côté. La transparence va favoriser la confiance, qui va favoriser l'acceptation. Donc, il faut impérativement faire des objets techniques, je veux dire, ou des systèmes qui soient transparents, notamment sur qui décide de quoi. Parce que si j'arrive en disant « vous inquiétez pas, là j'ai un super jumeau numérique, il y a de l'IA, il va faire les trucs à votre place, tout va bien », évidemment, ça ne se passera pas d'abord. Par contre, effectivement, si on décide avec la personne de qu'est-ce que le jumeau peut décider, ou l'IA peut décider, dans quelles conditions, ou justement pouvoir paramétrer ce que l'objet technique décide, ça, déjà, on peut amener à ce que les usages aussi eux-mêmes évoluent. Et la confiance évolue. Bon, il y a les aspects réglementaires où, évidemment, entre le fantasme d'un métavers complet et puis les droits autour des données, il faut quand même se poser quelques petites questions. Mais du coup, on peut y répondre quand même avec des aspects standardisation, interopérabilité. Il faut faire beaucoup de veille réglementaire aussi. Moi, je travaille avec des juristes justement pour ces aspects-là parce que c'est en train de bouger quand même. Et plutôt rapidement pour des juristes. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de juristes dans la salle. Mais bon. Et bon, effectivement, il se passe des choses quand même. Et donc, il faut arriver à intégrer aussi ces contraintes-là dans nos conceptions. Bon, moi, j'ai mis anonymisation, mais bon, ça, c'est pas... Et donc, voilà, comment on partage nos données, comment on préserve la propriété intellectuelle. Il y a des aspects cybersécurité, sûreté de fonctionnement, etc., responsabilité, et voire éthique, effectivement. Est-ce qu'on a envie de... Moi, j'ai été sollicitée pour faire des jumeaux numériques sur des animaux, enfin pour des animaux, et je refuse, par exemple. Je n'ai pas envie de mettre des capteurs sur des animaux pour savoir s'ils vont bien ou pas, quoi. J'ai un jeune collègue qui est arrivé en me disant « J'ai trouvé une entreprise, elle veut faire un jumeau numérique et elle fait de l'élevage de poulets. » Et je dis « Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ?» Et bien, ils veulent un jumeau numérique pour améliorer la santé des poulets. Je dis « Ils sont comment les poulets ?» Ils sont en batterie. Je dis « J'ai la solution. » Il m'a regardé, je dis « Tu ouvres la porte et puis si les poulets vont dehors, ils iront mieux. » Et donc je lui dis « Toi, tu y vas si tu veux, mais moi, je n'irai pas. Enfin, je n'ai pas envie de remettre des couches de technologie. Mais ça, c'est mon éthique. Après, je conçois qu'il y ait des gens qui veuillent le faire. Et peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont envie de faire ça. Personnellement, je ne le ferai pas, parce que je pense que ce n'est pas prendre le problème par le bon bout. Mais ce sont mes convictions, et je pense que c'est important d'en avoir. Voilà. Alors, mais du coup, on disait aussi, c'est de plus en plus important dans les projets, les aspects impacts environnementaux, sociétaux. Entre eux, effectivement, à vouloir absolument faire du big data ou faire de la sobriété numérique. Quels sont les gains, quels sont les coûts, quels sont les impacts? Est-ce qu'on va continuer à développer, moi je pense en termes de jumeaux numériques, on va jumeler plein d'objets de notre quotidien, puis finalement tout le monde va s'acheter un casque de réalité virtuelle et l'impact sur la planète, zgloups, ça va être quand même un peu... Ça ne va pas arranger les choses, c'est pas ça qui va alléger le problème. Donc oui, il faut qu'on puisse être capable de dimensionner les objets qu'on conçoit, et c'est pas si simple. On y travaille. On a des projets là-dessus avec le CEA, on y travaille, mais c'est compliqué. Donc, plutôt que du big data, moi, je prêche plutôt pour le lean data, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre beaucoup de données, prenons juste celles qui sont pertinentes pour ce qu'on veut faire. Ça a l'air bête, hein, mais ça marche. Hein, donc, voilà. Et donc, ça nous permet de dimensionner les choses. Ça permet de rendre aussi ces technologies plus facilement accessibles sans qu'on s'appelle forcément Naval Group ou Airbus. Hein, et qu'on n'a pas forcément plein de ressources pour mettre des choses dans le cloud. Donc voilà, ça rend les choses accessibles si on les dimensionne correctement. Et évidemment, des aspects éco-conception. Et donc, dimensionnement, j'en parlais. Alors, effectivement, j'ai un projet numérique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire évidemment du big data, parce que il faut forcément faire du big data. Je vais faire des choses en temps réel, c'est-à-dire je vais récupérer tout à la milliseconde pour être sûr que je rate rien. Donc je vais mettre des capteurs partout. Je vais faire évidemment de la réalité virtuelle augmentée parce que c'est plus joli quand même sur ma plaquette. Donc ça rend mieux. Et puis je vais mettre de l'IA et hop, paf, vous avez un super outil. Et puis, ouais, mais est-ce que là, vous n'avez pas raté la cible par rapport aux vrais besoins? Donc effectivement, c'est des questions qu'il va falloir mieux travailler, parce qu'effectivement, en dehors du fait qu'on peut faire plein de choses, est-ce qu'on a besoin de les faire? Il faut se poser la question. Donc, pour
pour conclure, j'ai repris une planche du baromètre Webstone de 2022 que je trouvais bien. Vous voyez, c'était beaucoup plus graphique. Je trouvais qu'en termes de communication, c'était mieux que celui de cette année, où ils indiquaient ça. Une infrastructure industrielle mature accélératrice passe par une organisation adaptée et une bonne appropriation par l'ensemble des acteurs impliqués. Bon, il y a une faute d'orthographe. Mais, voilà, en fait, ça résume bien ce que je vous ai dit. Et donc, il faut un cadre organisationnel. Et donc, dans les 3 points de la maturité numérique, en fait, ce côté organisationnel, il est fondamental. S'il n'est pas là, ça ne passera pas. Et donc, effectivement, l'accompagnement nécessaire pour éduquer tout le monde sur ce sujet-là. Et peut se éduquer de manière continue, puisque comme les technologies évoluent vite, voilà, concevoir des solutions standardisées, déployables facilement, réutilisables même, et adaptables localement, accompagner la montée en compétences, et puis définir les responsabilités, évidemment, et puis cette convergence entre IT et OT. Et donc ma planche qui est de conclusion qui est moins belle, mais bon, qui reprend aussi ces aspects-là. Alors ça j'ai repris, c'était ce qu'on écrivait en 2018. Alors, je suis assez contente de voir que c'est toujours vrai, quoi, quand même. Ça... Et donc, besoin de méthodes et de standards. Ça, on est obligé de passer par là. Et ça, les Allemands l'ont très bien compris. Donc, ils se sont vraiment, dès le départ, dans l'industrie 4.0, engouffrés dans ces aspects standardisation. C'est bien dans leur culture. Et beaucoup d'entreprises ont besoin d'être accompagnées dans ces changements. Ça, c'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. L'humain doit rester au centre, donc le client, l'employé. Je crois, moi, à l'entreprise comme ascenseur social. J'y crois vraiment beaucoup. Voilà. Et donc, on a vu émerger, du coup, avec tout ce que je vous ai dit, finalement, ce qu'on disait à ce moment-là, c'est de plus en plus vrai. Donc, je ne sais pas que j'en suis contente, mais je me dis oui, il faut vraiment qu'on s'éduque tous sur ce sujet-là. Et donc on écrivait aussi que l'information devenait accessible maintenant. Donc c'est pour ça la donnée, c'est pas là qui a la valeur ajoutée. Et donc il faut donner du sens, il faut comprendre ce qu'on fait, pourquoi, déjà soi-même, et puis comprendre ce que font les autres. Et parce qu'ils ne font pas la même chose et ils le font pas pour les mêmes raisons. Et voilà. Et donc, comment on peut agir avec les gens si on ne comprend pas ce qu'ils font et pourquoi? C'est compliqué. Donc, et donc, quand on écrit ça, c'est aussi, on travaille sur le côté collaboration, du coup aussi avec le jumeau numérique, mais vous pouvez mettre un Kobo, c'est pareil. C'est finalement comment les gens aussi pensent la collaboration avec l'outil technique et est-ce qu'ils savent aussi des capacités de cet outil technique et puis aussi cet outil qui peut être intelligent, comment lui perçoit son interlocuteur, ses compétences et de quoi il a besoin et comment il peut collaborer. J'ai dû exploser le timing parce que je suis très bavarde, mais bon. Donc pour finir, donc vous avez compris que moi je suis focalisée sur jumeaux numériques, mais ce que je vous ai dit, ça se transpose de toute façon. On a fait un certain nombre d'actions, mais si jamais la thématique du jumeau vous intéresse, on a fait des webinaires et puis on a coécrit un deuxième ouvrage avec Eric Martin sur le sujet, qui est le seul en français, donc je suis assez contente aussi de ça. Il est de 2020, donc il est sorti en pleine crise. Depuis, on a un petit peu évolué, évolué dans le bon sens, j'espère. On a maturé sur le concept et donc on a une méthodologie de conception et de déploiement, justement, basée un petit peu sur tout ce que je vous disais pour le jumeau numérique. Et ça conclut ce que je voulais vous dire. Et, voilà. J'ai dépassé en temps peut-être, mais bon. Donc je suis peut-être passée assez vite sur certaines planches, mais comme vous les aurez, vous pourrez revenir dessus et évidemment me contacter par la suite. Mais on a, je pense, du temps pour quelques questions. Vous avez des exemples d'utilisation du jumeau numérique? Quelle entreprise, parce que là c'est de 2020. Quelle entreprise utilise le jumeau numérique? Airbus, Naval Group. Alors, historiquement, le jumeau numérique, il est arrivé via l'aérospatial. Donc, et ça demandait quand même un peu de ressources de calcul, mais c'est en train de se démocratiser. Donc, nous, on travaille aussi sur ce côté démocratisation, accessibilité de ces techniques, puisque là, on démarre des travaux sur le jumeau du territoire pour des collectivités, enfin faire on va dire, du low cost. Low cost, ça peut être péjoratif, mais accessible, quoi, sans forcément avoir des grosses ressources. Mais des exemples, j'en ai plein.
Alors, simulation PAM, par exemple. Alors, il y a beaucoup de... Alors, les premières applications, l'un des premiers, c'est General Electric pour faire un jumeau numérique de moteur d'éoliennes offshore. Parce qu'en fait, ils ont refait un modèle, en fait, ce jumeau numérique, c'est un modèle dynamique de la température interne du moteur de l'éolienne offshore, parce qu'ils n'avaient pas de capteur. Mais par contre, ils se sont rendus compte que c'était ce critère-là qui était le meilleur indicateur de bon fonctionnement ou de future défaillance du moteur. Et donc, ils ont, à partir des données environnementales, de l'intelligence artificielle, ils ont construit. Et donc, pour tout ce qui est maintenance sur des choses offshore, parce qu'après, il y a eu aussi plateforme pétrolière, enfin, tout ce qui est intervention de maintenance, très clairement, quand on est capable d'anticiper sur des défaillances de cet ordre-là, c'est rentable. Donc, le ROI, il est facile, on va dire. Mais ça, c'est en train vraiment d'arriver de plus en plus. Il y a de plus en plus de travaux, évidemment, sur jumeaux numériques et consommation énergétique. Bon, moi, j'ai raté le coche, tant pis. Mais enfin, j'ai pas lâché complètement l'affaire. Ce qui arrive aussi beaucoup, c'est tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée pour entraîner les gens, former les opérateurs, justement les faire monter en compétences. Là, c'est en train d'arriver aussi comme type d'application. Mais bon, là, ça nécessiterait de faire une autre heure sur ça. Si je commence à partir sur jumeaux, c'est fini. Il y en a beaucoup, ouais. D'autres questions? L'humain, il est central dans tout ce que vous avez dit. Ah oui, j'espère bien, quand même. Oui. Oui, et à chaque fois qu'il y a des gens qui ont fantasmé sur l'usine autonome et des choses comme ça, on en est revenu quand même. Donc je pense que... Voilà, ce n'est pas forcément la direction que je préconiserais. On est plutôt effectivement dans une idée de collaboration entre l'humain et le système. Le système, ça peut être un robot, ça peut être un logiciel, ça peut être ce qu'on veut, une IA. Mais oui, c'est quand même l'humain qui... Alors je sais bien que les IA, ça fait fantasmer, mais bon, notre cerveau, il a quand même eu un petit peu d'avance sur l'évolution, j'espère, encore. Et je pense qu'on a aussi des capacités d'adaptabilité, d'innovation. Et donc l'idée, c'est effectivement comment on peut répartir les tâches et comment on peut collaborer. Parce que c'est vraiment la question de la collaboration. Comment on peut permettre quand même de déléguer un certain nombre de tâches répétitives, sans valeur ajoutée pour l'humain, à la machine ou à l'objet technique, pour qu'effectivement l'humain ait sa vraie plus-value. Mais oui, l'humain doit être central. Tous les projets qui ont été trop technocentrés, ils se sont plantés. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais... Est-ce qu'on peut quantifier les besoins de construction de cloud supplémentaires pour alimenter, pour continuer le développement des jumeaux numériques? Est-ce qu'il y a un besoin vraiment Alors, nous, on est en train de voir comment on peut arriver au moment de la conception, avoir un ordre de grandeur, parce que c'est compliqué aussi, parce que justement, comme c'est quelque chose d'évolutif, mais parce qu'on voit bien qu'effectivement, comme je disais, ça serait important de dimensionner correctement, sachant que, bon, après, il y a des entreprises qui ne veulent pas de cloud, par exemple, aussi. Hein, donc, mais effectivement, quels vont être les besoins? Alors, on sait déjà que, en termes d'impact écologique, le numérique, c'est comme l'aviation, et c'est en train d'augmenter. Donc, effectivement, si on produit... C'est pour ça que je dis il faut faire les choses à bon escient. Faire un jumeau numérique juste pour démontrer qu'on est capable de le faire, ça n'a pas forcément de sens. Il faut vraiment que derrière, on soit capable de démontrer aussi que, on va dire, entre ce que, par exemple, il y a beaucoup d'études sur le jumeau numérique pour la consommation énergétique. Voilà. Effectivement, il faut réduire, donc il faut trouver des moyens, il faut trouver des choses intelligentes, il faut être capable déjà d'estimer, d'anticiper, etc. Donc on peut anticiper effectivement, si on a des ressources propres, ça peut être éventuellement, je ne sais pas, décaler la planification d'une production, parce que là on sait qu'on aura plus de ressources pour les faire. Bon. Et donc ça c'est bien, le jumeau numérique ou n'importe quel outil, on peut dire, peut nous aider à faire ça, mais il faut savoir aussi combien lui va consommer, quoi. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de travaux pour l'instant. Et ça, c'est un peu ça qui me gêne aux entournures. Si tu me permets, je donne un chiffre de la Commission européenne, j'y étais il n'y a pas longtemps. Il y a seulement 3 ans, il est estimé que le coût environnemental du cloud dans le monde et de la gestion des données dans le monde était de 7% d'impact carbone de la vie sur Terre à horizon 2035. Le problème, c'est qu'il y a 4 mois, la dernière évaluation qu'on m'a donnée,
c'est monté à 17%. Le problème, toujours en 2035. Donc le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un investissement, c'est une dépense supplémentaire. C'est pas maîtrisé en amont. Bon, c'est qu'on est en phase sur la notion de maîtrise de la donnée, la quantité de données. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est a-t-on une idée de la dimension du cloud? En fait, non, parce qu'on n'a toujours pas de modèle qui nous permette d'imaginer d'abord les usages, la structure des usages, les hiérarchies des informations dont on a vraiment besoin, quelles sont celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas. Et on n'a pas répertorié, on est très très loin, les types de domaines d'application où c'est réellement un investissement et non pas une dépense. On doublonne bien souvent, encore aujourd'hui, par des procédures numériques, des processus qui, dans la pratique, continuent à être des processus, entre guillemets, manuels. Donc, on a beaucoup de boulot pour devenir, entre guillemets, raisonnable et raisonné. Ouais. Un autre sujet, c'est la duplication de l'information. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone, et quand vous faites une photo, votre photo, si vous êtes en Google, elle va se dupliquer de votre smartphone à Google. Si en plus vous avez un compte Microsoft, bêtement, vous allez dupliquer cette même photo sur votre compte Microsoft, et en plus, chez vous, si vous ne voulez pas perdre la data, vous allez prendre cette data et la mettre sur un disque dur à côté. Donc la même photo, qui prend déjà de la place, vous l'avez déjà 4 fois. Et donc 4 fois, ça, c'est dans la sobriété, c'est pas bon. Et du temps de l'analogique où on payait le tirage, eh ben, on en prenait moins des photos. Hein. Ah bah, je te le dis. Hein. Non, mais oui. C'est un vrai souci. La gourmandise non maîtrisée. On a de la duplication à outrance et c'est infernal. Et ça rentre. Et encore, là, il y en a que, je vous cite que 4. Je suis persuadé qu'il y en a. Beaucoup de gens pensent que le numérique a tué les emplois dans le monde de la photo. C'est strictement l'inverse. Des années après, on considère que c'est x8 sur la quantité d'emplois à chaque fois que vous prenez une photo qui sont des conséquences de cette photo, parce qu'il y a les métiers du numérique, de l'informatique, etc. Alors qu'on s'est dit, on a enlevé les photographes qui développent les photos. Mais il y en avait beaucoup moins en fait. C'est pour ça que le côté formation nous tousse aussi à des pratiques aussi plus saines, c'est important. Hein. Donc non évalué pour l'instant, je crois que ça nous échappe en fait. C'est ça mon inquiétude en fait. Aux Nations Unies, il y a 4 ans, à Bonn, il y avait un modèle de développement de la quantité de données. Il s'appuyait sur les 17 organisations de description des systèmes de vie, etc. Et depuis 6 mois, on est hors modèle. Les évolutions qui sont constatées par rapport à ce qu'ils avaient imaginé comme évolution théorique il y a 4 ans, depuis plus d'1 an, on est hors modèle. Ils n'arrivent pas à courir après pour remettre à jour leur modèle d'évolution par rapport à ce qu'ils vont faire. Donc je pourrais dire que la plus grande maturité numérique, c'est de l'utiliser à bon escient. Et même ça, c'est compliqué, puisque là, dans les 4 données de photos que je vous ai données, il y en a 2 autres qui ne sont pas arrivées. C'est vos données, lesquelles sont dans des clouds de droit non européens, arrivent sur des solutions aux États-Unis, sont stockées. Il y a une IA qui vient dessus pour analyser vos photos, vous regardez, enfin tout un tas de choses, va les dupliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, les transformer. Et donc, il y a des choix, c'est pour ça que moi, mon téléphone, je m'en sers que pour téléphoner. C'est un choix. Non, mais elle va être 10 à 15 fois. Donc, ce qu'il faut, alors en fait, la bonne question, c'est au début. C'est quand je prends ma photo, où est-ce qu'elle va? Oui. Et si on se pose la bonne question. La maîtrise de la. On revient sur mais c'est au début. Et là, c'est la maturité du processus. C'est sa propre hygiène numérique, on va dire. Mais après, c'est la maîtrise, c'est la maturité numérique de l'utilisateur. Tout à fait. Qui va être en cause. Et c'est celle-ci qui est la plus difficile à tracer. Parce que tout ce qui est gratuit, les enfants jettent dessus, enfin tout le monde se jette dessus, c'est gratuit, j'y vais, c'est vous le produit. Donc ça restera toujours vrai. Donc voilà. Et dans cette participation à la pollution collective de notre pauvre petite planète, ça joue beaucoup. Voilà. Est-ce que ça a été, au sein des entreprises, justement, ce problème de duplication? C'est chiffré? On a des infos là-dessus? Nous, c'est notre domaine. On sait juste que quand on commence à appliquer ces principes de jumeaux numériques, de processus, on organise la donnée avant, on n'a pas d'application, on permet aux entreprises de gagner entre 30 et 54% mesurés de performance, de sobriété, d'efficacité, de tout ce que vous voulez. Donc en faisant simple, avec les mêmes personnes, le même temps et les mêmes énergies, les sociétés vont être capables de réaliser 54% de plus de produits avec la même énergie. Quand je dis la même énergie, c'est humaine, organisationnelle, etc. Et ça s'appuie forcément sur une organisation en amont de la donnée, une référence unique,
une sobriété de la donnée qui est justement pas dupliquée, mais selon les liaisons, une source unique de la donnée, et non pas, on ne fait pas la photocopieuse à données. Déjà, photocopieuse avec du papier, c'est une catastrophe, mais il y a des jours où on se pose la question de savoir si il ne faudrait pas mieux photocopier avec du papier plutôt que photocopier la donnée avec de l'électricité et des data. J'ai jamais vu d'études là-dessus. Le vrai impact carbone global sur alors moi, je la viens de l'analogique, alors, et ce que je disais, je répète souvent à mes étudiants que je viens du monde analogique et que je me souviens que quand j'étais jeune, tout était analogique et il y avait plein de choses qui marchaient bien. Il ne faut pas croire que l'analogique, ça ne marche pas. Ça a quand même des propriétés intéressantes. Parce qu'on réfléchissait avant. On n'avait pas la même gestion des ressources, on ne faisait pas les mêmes choses non plus, mais... Sérieusement, réfléchissez Alors, avant. on en a parlé tout à l'heure, mais en aparté, mais il y a un autre souci qui se pose effectivement avec les outils numériques que connaissent bien les ergonomes, c'est la perte de fonction cognitive. Et donc ça, 2 exemples simples. Avec les paiements sans contact, vous oubliez votre code de carte bleue, parce que vous ne le tapez plus. Donc le jour où il faut le taper, mince, c'est quoi mon code? Donc ça déjà, la mémoire. Et puis, non, je disais, excuse-moi, justement, moi, le choix d'un téléphone qui fait que téléphone. Je n'utilise pas, j'utilise pas de GPS, je n'ai pas de GPS sur ma voiture. Enfin, c'est un choix personnel parce que j'aime bien savoir où je me situe et continuer à activer mon cerveau. Et mes jeunes collègues, à chaque fois que je suis en déplacement avec eux, mais ils se paument, mais d'ici à 100 mètres, ils se paument, parce qu'ils ont perdu la capacité à récupérer des repères géographiques, à se situer dans l'espace. Ils se confient. Ils ont une totale confiance en leur téléphone, et moi, je ne sais pas si c'est peut-être parce que je suis électronicienne que je suis méfiante, mais bon, ça se plante parfois quand même, la technologie, d'accord ? Et donc, je vois vraiment qu'ils ne savent plus se repérer. Et donc ça, c'est très clairement identifié. Les ergonomes en entreprise disent bien qu'effectivement, si on délègue trop de tâches à la machine, il y a un moment, on ne saura plus les faire. Donc la question est, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut garder la maîtrise et être en conscience de ça. Effectivement, moi, je ne sais pas, déléguer certaines tâches que j'aime pas particulièrement, ou comme je disais, utiliser ChatGPT parce qu'on m'a demandé un résumé de 30 lignes, puis après on me demande un résumé de 15 lignes, et finalement, ChatGPT me le fait, je retaille quand même dedans, mais c'est OK, ça ne me gêne pas de le déléguer. Maintenant, je ne laisserai pas ChatGPT écrire à ma place. Voilà. Mais ça, c'est personnel. Mais effectivement, il faudra aussi que collectivement, on s'interroge sur ces effets-là. Et des effets, il y en a. Hein. Enfin, il y en a sur le cerveau quand même. Il y a une étude faite au CDE sur la stimulation du QI. Oui. Qui révèle que le QI qui progressait d'année en année, regardez cet indice 100, en fait, stagne depuis. D'accord, ça je savais pas. C'est-à-dire que en fait, d'une année à l'autre, on passait de 100 à 105. On ramenait toujours à 100, mais ça passait de 100 à 105, de 5 points. Ça y est, maintenant ça stagne, voire en régression dans certains pays. Alors, il y a la fameuse étude. QI, hein. Oui, mais la fameuse, je aux pense que vous États-Unis. connaissez peut-être la fameuse étude sur les taxis londoniens. Je pense pour cette histoire de GPS. Il y avait une étude, il y a donc dans les années, peut-être 70 ou 80, sur les chauffeurs de taxi londoniens. Parce qu'ils avaient un examen excessivement compliqué à passer, et pour se repérer, avec la circulation en Londres. Voilà, et donc il fallait qu'ils connaissent tout. Et donc il y avait eu des neuroscientifiques qui avaient regardé leur cerveau, qui s'étaient rendus compte qu'effectivement il y avait une zone du cerveau qui était hypertrophiée chez ces gens-là. Alors qu'ils n'avaient pas conclu, ils ne savaient pas si c'était parce qu'ils avaient ce cerveau développé comme ça qu'ils avaient eu leur examen ou l'inverse. Bon, après on a parlé de plasticité cérébrale, donc ce serait plutôt effectivement l'idée qu'ils aient stimulé ces capacités qui fait qu'ils aient développé. Et donc il y a eu une autre étude plus récente sur des chauffeurs de taxi parisiens. Et là, on s'est rendu compte que non seulement c'était plus hypertrophié, mais c'était même en train de diminuer. Oui, parce qu'ils sont GPS. Donc en fait, ils se confient qu'au GPS aussi. Donc ils n'activent plus cette zone du cerveau. Donc, et je sais que j'ai un jeune doctorant qui a au moins eu la conscience et l'honnêteté de me dire qu'il se rendait compte que quand il passait du temps à scroller, par exemple, sur son téléphone, il se rendait compte qu'après, il avait du mal à se concentrer. Et donc, il y a des effets qui ne sont pas forcément bien identifiés. Alors bon, vous allez me dire, en vous disant tout ça, je ne vais pas vous motiver pour le numérique, mais je pense qu'il faut le développer, mais en conscience, quoi. Il faut savoir pourquoi on le fait. Là, on revient toujours sur cette notion de sens, quoi. Le numérique est un outil, pas un but. Voilà.
En espérant ne pas vous avoir trop dégoûté. Non, il faut pas se retrouver au service de son monde. C'est ça. Merci à vous. N'hésitez pas à me contacter.